la nouvelle Apple Watch, tout le monde parlait du fait que ce soit une donnée pour la partie Hearthbeat et autres, et en fait où Apple rentre pas là-dedans parce qu'en fait ça va leur faire sortir de leur cycle de développement assez rapide de 1 an et autres, et ils peuvent pas avoir des produits certifiés et continuer à en avoir un tous les mois de septembre chaque année, quoi. C'est pour ça que nous on avait pris Android aussi. Parce que si on est sur les iOS, avec les évolutions des OS, on n'arrive pas à suivre en termes de validation. Donc, il y a aussi ce problème-là. Il faut stabiliser, il faut choisir des OS et puis les fiabiliser pendant des plus longues périodes. Sinon, on n'arrive pas à valider les softs médicales qui vont dessus. Non, s'il vous plaît, Stéphane, non, c'est pas le débat Android Apple. Hein, si vous voulez. Pas ce soir, on n'a pas le temps. J'ai juste une remarque, si je peux me permettre, qui est intéressante. C'est pourquoi Apple a réussi à sortir un produit qui incorpore un dispositif médical aux États-Unis et pourquoi il n'est pas disponible en Europe. C'est quand même la réglementation. C'est-à-dire que les Américains ont pris un chemin inverse au nôtre. C'est-à-dire que les Américains ont décidé de déréguler un certain nombre de produits, faciliter l'accès aux GAFA sur ces terrains-là, donc pour pouvoir mettre ce type de produits. Alors qu'en Europe, on fait l'exact contraire. On est en train de surréglementer, de réglementer autant que possible. Donc Apple va mettre du temps. Ils vont y arriver, ils ont les moyens, mais il va mettre du temps pour sortir leurs produits sur les contrées européennes. Si je peux ajouter ma pierre à l'édifice, si je fais une comparaison avec une autre industrie, en l'occurrence l'industrie financière, il y a une grosse communauté de startups actives dans la blockchain, notamment qui se développe en Suisse. Vous avez tous entendu parler certainement. C'est notamment dû au fait que la FINMA, le régulateur financier, n'a pas régulé l'activité blockchain en Suisse, et ce qui en a fait un terrain de jeu privilégié du coup en Europe, et ce qui a attiré pas mal de sociétés actives dans ce domaine à venir s'implanter en Suisse et développer leurs projets. C'est pour ça que du coup la Suisse est devenue un des hotspots en Europe, si ce n'est au monde, de la blockchain, et qu'on parle d'ICO tous les 4 matins. Mais c'est vrai que du coup trop de réglementation, et ça faisait partie de vos slides, trop de réglementation tue l'innovation malheureusement. Est-ce qu'on a une autre question? Mais finalement, alors du coup j'enchaîne. La régulation, c'est pas le problème en soi, mais il y a un gros challenge finalement dans l'industrie, c'est la normalisation. Je disais tout à l'heure, c'est pareil à la maison, on a des voitures connectées, des interrupteurs connectés, des ampoules connectées, et puis il n'y a pas une norme de communication établie. Chacun a ses propres protocoles. Et c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il n'est pas là finalement le vrai défi de l'industrie? Je pense que c'est évidemment un très très gros défi. Et puis c'est vrai que, enfin moi je disais, j'ai adoré la présentation sur la pompe à insuline, parce que on voit que même si on prend un device comme cette pompe à insuline, eh ben c'est extrêmement, c'est déjà un très gros défi d'arriver à le sécuriser complètement. Par contre, si on le prend dans la largeur d'un environnement comme celui qu'on a dans l'hôpital, et qu'on a des milliers de dispositifs comme ça qui répondent tous à des standards différents, qui ont des standards de sécurisation et de collaboration, d'interconnexion différents, ça devient quelque chose de totalement inextricable. Donc je pense qu'effectivement, un des gros soucis qu'on a maintenant, c'est l'hétérogénéité de ces systèmes, et c'est juste que placer le débat sur le terme de la standardisation plutôt que de la régulation, c'est sans doute une bonne idée. Il y a des standards des jure et des standards de facto. Je suis assez convaincu qu'on va arriver à des standards de facto, mais ça va mettre un moment, et ça veut dire aussi que le marché va devoir s'autoréguler. Pardon. On a une question dans le public. Et Thierry Vans, bonsoir, je travaille dans le domaine de la radiologie. C'est un des exemples assez phares dans le domaine hospitalier, enfin des dispositifs médicaux. Ma question, c'est en fait, en termes de régulation, est-ce qu'il y a un mécanisme qui pourrait retirer la certification d'un dispositif après un certain temps s'il remplit plus les évolutions en termes de sécurité? Parce que je vois l'exemple typique, c'est les modalités lourdes, telles que l'IRM, le scanner. On fait un investissement sur 5-7 ans pour une machine qui vaut entre 1 et 5 millions. Nous, on a des machines qui tournent encore sous XP maintenant, parce que le fournisseur veut pas recertifier au niveau FDA avec des nouveaux OS, et on se retrouve avec des failles de sécurité mais juste monstrueuses, quoi. Alors cette problématique, quelque part, elle évolue. En fait, le certificat d'un dispositif, il est renouvelé tous les 5 ans. Donc ça veut dire qu'un dispositif qui évolue pas, a priori, va finir par être retiré du marché. C'est-à-dire retiré du marché, le fabricant ne pourra pas le vendre.
Par contre, l'hôpital qui a acheté son équipement, il va souhaiter l'utiliser pendant plus que 5 ans. Et le fabricant, effectivement, va pouvoir, par un mécanisme assez simple, de définir la durée de vie du produit, combien de temps est-ce qu'il va supporter le produit, au même titre que Apple ou les autres vont définir la durée de vie de support du produit. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme vraiment en place. Mais peut-être le vrai problème, c'est plutôt au niveau de la compétence, c'est-à-dire la compétence qui a été développée. Je pense qu'en Europe, les autorités compétentes ont découvert Internet il y a quelques années, quelque part, et maintenant on commence à découvrir les problématiques associées. On a fait des essais où c'est qu'on a fait des alertes de vigilance auprès de l'autorité compétente qui est retournée vers les fabricants, et finalement les fabricants disent non, en fait c'est bon, on est dans le standard, on est dans la norme, c'est sûr, etc. Notre analyse de risque montre qu'il n'y a pas de risque établi. Et là, de nouveau, on retombe un petit peu sur la logique du standard, de dire finalement la norme aujourd'hui, est-ce que réellement c'est toujours acceptable? Et sans vouloir enjoliver les Américains, c'est pas le propos, mais on voit qu'ils ont investi énormément de temps et de ressources pour développer leurs équipes et leurs compétences. Et c'est probablement ce qu'on devra faire en Europe aussi, c'est admettre que bien qu'il y ait 28 pays, la Suisse est mal placée pour donner la leçon à l'Europe d'ailleurs, où c'est que finalement il faut réussir à développer des processus communs pour pouvoir traiter ce genre de problème. Exactement. Mais il n'y a pas de mécanisme aujourd'hui qui oblige un fabricant à rappeler ses produits s'ils sont plus supportés finalement, malheureusement. Et puis ce qui est juste, c'est ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire qu'un hôpital qui a investi beaucoup sur un équipement et que cet équipement est toujours relevant au niveau médical, moi on me dit tu te débrouilles, oui il y a du XP, bien sûr, c'est les seuls endroits où on a du XP dans notre hôpital, c'est sur des IRM, des systèmes de ce genre-là. Tous les 12 000 postes qui sont sous ma responsabilité en avril 14 je crois, on en avait plus un sous XP, mais par contre, on en avait encore des centaines dans du matériel embarqué. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a évidemment ces problématiques de sécurité, mais on a des problématiques médicales et des problématiques économiques qui fait qu'on nous dit juste, soit on accepte, la direction me dit, on accepte le risque et puis c'est toi qui es responsable pour ça. C'est ça qui se passe. C'est cadeau. Fallait choisir un IRM qui tourne sur Apple. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. J'ai une question pour Julien. Il y a monsieur qui a une question? Alors je la pose après. Bonjour, Eric. Je travaille pour un fabricant de dispositifs médicaux dans le domaine de la cardiologie. Moi, je comprends pas bien le message qui me paraît un peu mixte. D'un côté, on dit on a suffisamment de régulation et on a suffisamment de réglementation, pas besoin d'en rajouter. De l'autre côté, on dit oui, mais on voudrait plus de standardisation. Mais qu'est-ce qui permet d'assurer la standardisation, sinon justement une nouvelle norme et donc une forme de réglementation? Donc là, il y a quelque chose que je n'arrive pas à suivre. Vous voulez commencer? En fait, moi je suis du côté de ceux qui implémentent. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que la norme, elle me dit que je dois faire quelque chose. Mais elle me dit pas qu'est-ce que je dois faire vraiment dans mon appareil pour la satisfaire. On manque en fait, il y a un gap dans ce que dit la norme qui nous dit qu'on doit faire quelque chose. Là, on est tous d'accord. Mais comment le faire et à quel niveau je dois le faire? J'ai pas des métriques qui me permettront de dire maintenant mon appareil est suffisamment sécurisé ou pas. Donc quand je vais aller vers l'ingénieur puis je vais dire tu dois implémenter ça et tu dois atteindre ce niveau, il me dit comment tu vas le tester? Je sais pas. Donc on a besoin aujourd'hui que des gens réfléchissent sur la façon de implémenter la sécurité et de tester la sécurité. Et qui nous donnent des guidances qui sont bien précises pour ça, parce que ça me permettra d'arriver vers mon ingénieur software et lui dire, voilà ce que tu dois implémenter, tu dois prendre telle procédure, faire tel point, et puis après tu vas tester comme ça. Et si j'ai ça, on arrivera à tenir ces normes et à les mettre vraiment en pratique. En fait, le processus réglementaire, c'est un processus fantastiquement créatif.
Mais on veut pas l'admettre. Parce qu'en fait, surtout pour des gens qui viennent du domaine technique, et c'est pas mon cas, finalement, on se dit, bah voilà, on va mettre des contraintes, des règles, etc. Mais ce qu'il y a de fantastique dans le réglementaire, c'est qu'il y a l'interprétation du texte. Et finalement, comme je lis le même texte ici, ou comme je le lis en France, ou comme je le lis en Allemagne, on va pouvoir voir des approches différentes. Et je pense que ce qui manque, c'est pas les textes eux-mêmes. Les textes eux-mêmes, on en a un bataillon. On peut en faire d'autres, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est de se mettre d'accord sur l'interprétation des textes, c'est de commencer à échanger entre les différents organismes, les différentes parties prenantes, pour justement définir quel est le niveau de standard qu'on veut avoir, quelles sont les démarches qu'on veut suivre pour y arriver. Et je pense pas que ça va brider l'innovation, bien au contraire, il va falloir trouver des solutions innovantes pour pouvoir répondre à ces exigences. Mais ce qui est important, c'est que justement pas chaque fabricant développe son petit protocole propriétaire, enfin son petit, en général c'est pas un petit justement, c'est quelque chose qui est relativement complexe de son côté. Et la difficulté, elle est probablement là, c'est comment est-ce qu'on arrive à uniformiser ces pratiques, ou au moins à uniformiser les attentes. Et aujourd'hui, les organismes qui seraient tout désignés pour faire cette activité-là, ils sont submergés par un autre problème, qui est les changements de réglementation qui affectent les fabricants. Et la réglementation, on peut pas vraiment attendre d'elle qu'elle va résoudre les problèmes. Elle va définir un cadre, mais après, c'est important que les fabricants puissent, eux, devenir acteurs par rapport à ce domaine-là. Merci. Julien. Un autre point aussi pour la créativité, c'est souvent la sécurité. C'est un peu vu comme étant les gens qui vont dire non, ça on peut pas faire, ça on peut pas faire. Puis c'est là où on pourrait dire on pourrait brider la créativité. Mais c'est aussi peut-être de le voir quand on développe une solution. C'est souvent ce qui est utilisé dans le développement logiciel, c'est tout ce qui est user story et ce genre de choses pour dire voilà, notre outil doit faire telle fonction et autre. Et en fait, c'est de l'implémenter sous l'angle de la sécurité et de dire le device, le software ne doit pas faire telle action. Et de dire c'est pas possible de faire une action donnée, mais c'est pas de vraiment brider au sens de dire on peut pas se connecter, on a parlé avant d'envoyer des données dans le cloud. Ok, s'il faut le faire parce que ça permet une plus grande efficacité et d'avoir du retour entre le thérapeute et le patient et d'échanger, c'est plutôt de dire il faut pas pouvoir intercepter les communications et de tourner ça d'une autre manière en fait, sans dire ok, pas de cloud, pas de telle fonctionnalité. Alors certains environnements faut le faire. D'autres, il faut plutôt que la sécurité se mette à travailler avec les gens et pas d'avoir des silos et de travailler à à rendre ça possible, en fait. Est-ce que vous connaissez Shodan? Vous avez entendu parler de Shodan.io? Ça vous parle? Ouais, je vois une tête, ouais, deux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller jeter un œil à ce site internet. Je suis tombé de ma chaise quand je suis tombé dessus. C'est globalement l'annuaire mondial de tous les serveurs ou tous les objets connectés qui ont une adresse IP publique. En gros. Et c'est assez incroyable parce que du coup, vous avez accès à des barrages électriques, par exemple, avec des accès qui n'ont pas été changés. Donc c'est encore en format mot de passe admin ou 1, 2, 3, 4. C'est juste hallucinant et du coup ça m'amène la question parce que ça du coup c'est un catalogue, enfin c'est les pages jaunes pour les hackers quoi en gros. Est-ce que dans la communauté cyber il y a des sortes de challenges qui existent propres au domaine médical? On parlait de wearables tout à l'heure. Je sais qu'aux États-Unis, les hôpitaux sont aujourd'hui maintenant des cibles privilégiées des hackers. Est-ce que des challenges qui existent au sein des communautés justement pour dire ah tiens on suit que c'est un challenge, on va hacker un IRM? Je connais pas de tel challenge en tant que tel. Par contre, les gens qui travaillent dans la sécurité sont souvent ils ont un côté créatif, même si on le voit pas forcément étant habillé avec un hoodie noir. mais c'est plutôt de se dire c'est plutôt en termes de personnes. Les gens vont se dire tiens, j'ai envie de regarder ça, j'ai envie de creuser tel point. Et peut-être après d'en discuter au sein par exemple là le fait de venir à des conférences comme Black Alps, de rencontrer d'autres personnes et puis à ce moment-là de se mettre un challenge comme ça. Par contre, en tant que tel, je vois pas ce type de point. Par contre, là où c'est intéressant, c'est je regardais par contre avant si sur le type sur eBay par exemple, on arrive à trouver des pompes à insuline connectées. Alors j'ai trouvé des sacoches Minecraft pour mettre des pompes à insuline dedans. Sur eBay, par contre, j'ai pas vu de pompes, mais il y a tout autre type d'équipement qu'on peut retrouver et en fait, c'était peut-être plus compliqué avant et on se rend compte que maintenant d'avoir ce type d'équipement, ça devient
alors peut-être pas facile, mais plus facile, et ça devient après un challenge de mental intellectuel, comme de résoudre un puzzle en fait, et de se dire tiens, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne et si j'arrive à faire autre chose avec. Mais pas forcément dans un but malveillant, plus dans un challenge purement intellectuel. Merci. On a une question du public. J'ai une question par rapport donc il y a eu il y a des scandales récents au niveau cybersécurité pour les hôpitaux. Donc il y avait la NHS avec WannaCry, c'était il y a 1 an, entre 1 et 2 ans. Et je voulais savoir parce que du coup les grands acheteurs pour les appareils médicaux sont les hôpitaux, les sécurités sociales, mutuelles. Est-ce que du coup ce type de scandale en fait a changé aussi leur approche sur comment ils gèrent leurs achats et leur demande envers les producteurs d'appareils médicaux, les 23 000 PME comme vous avez parlé? Alors, je dirais que ça n'a pas forcément changé de manière fondamentale, mais par contre, ça nous a vraiment renforcé notre attitude par rapport aux exigences de sécurité. Ce qui est très intéressant, c'est que le catalogue d'exigences de sécurité des hôpitaux cantonaux latins qu'on a mis en place, il a été mis en place au niveau des DSI, donc des services informatiques de ces hôpitaux, mais on l'a donné à nos acheteurs biomédicaux. Donc et puis on leur avait donné ça avant le WannaCry, mais si j'ose le dire un peu vulgairement, on a repassé une couche, on a remis une couche avec le WannaCry en leur disant maintenant c'est quelque chose qui est absolument indispensable, vous devez le faire de cette manière-là. Donc je dirais c'est pas un changement fondamental, mais c'était aussi, je dirais, sur le plan par exemple des discussions avec les directions. Pour moi, alors WannaCry, il y a eu un avant et un après. Ça a été tellement médiatisé que maintenant, c'était il y a 18 mois à peu près, depuis là, quand je parle de sécurité à ma direction, ils sont extrêmement attentifs. Est-ce qu'il me libère des budgets suffisants? Le DSI dira toujours que le budget est insuffisant, mais je dirais que c'est vrai que cette sensibilisation va dans un sens d'accorder des moyens qui deviennent des moyens raisonnables pour cette sécurisation des systèmes. Donc de ce côté-ci, c'était plutôt une bonne chose. Ça nous permet de sensibiliser nos partenaires. Merci Pierre-François. J'ai une ultime question et puis on passera à la conclusion. Ok, on a parlé des problèmes de normalisation, de sécurisation, etc. Mais en trame, finalement, à travers vos différentes interventions, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a fondamentalement un problème de culture, de choc de culture dans ce domaine-là, dans le domaine médical. Et ce serait quoi? Alors, Kim, vous en avez parlé, hein, effectivement, vous appelez la communauté à aller challenger un peu les constructeurs en disant, justement, lancez-vous des challenges, allez hacker un pacemaker et puis remonter l'information pour qu'ils soient au courant. Quels seraient vos points de vue différents? Régulation, hôpital, constructeur, hacker? Non. Hacker éthique, sur justement cette prise de conscience de l'industrie dans sa globalité. Nous, on a un exemple assez récent qui est amusant. C'est-à-dire que quand on a un fournisseur qui, à un moment donné, on lui dit il y a un problème de sécurité avec votre système et puis qui fait pas les mises à jour de logiciels nécessaires. Jusque-là, on dialoguait, on attendait, etc. Et maintenant, ce qu'on commence à faire, c'est de les dénoncer au niveau d'un Swissmedic en disant attention, on a un problème de safety, c'est-à-dire un problème de sécurité pour nos patients parce que le logiciel n'a pas été mis en conformité. Donc aujourd'hui, je pense que oui, de notre côté, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est sensibiliser et c'est se montrer, je pense, un peu plus agressif en disant on a passé le stade de la négociation, maintenant on doit vraiment monter des alarmes de sécurité par rapport à ces éléments logiciels. C'est un premier axe intéressant. Réponse 1, dénonciation aux autorités.
Dénonciation, c'est peut-être un vilain terme. Ce que je dirais, c'est que quand on a un problème médical dans un hôpital, on monte des incidents. On se doit, chaque fois qu'on a un problème médical avec un patient, on a un problème avec une médication, avec n'importe quoi, c'est des incidents de sécurité qui remontent, qui sont traités, qui doivent avoir des bonnes réponses. Donc on va considérer simplement cette sécurité-là comme le reste de nos problématiques médicales. Je pense que l'approche, c'est finalement l'approche par la gestion du risque. Les fabricants de dispositifs médicaux sont très bons pour gérer le risque, justement au niveau du patient, au niveau de l'implémentation. Et ce qu'il faut simplement réussir à développer, c'est de pouvoir amener les compétences et pouvoir faire évoluer cette culture-là. On voit dans d'autres industries, hein, il y a les déclarations de failles qui sont quelque part payées. Enfin, il y a des mécanismes qui permettent de remonter des problématiques de sécurité. C'est vrai que c'est dommage que ce soit l'autorité compétente qui doit venir traiter ce genre de problème. Je pense que l'industrie est capable finalement de trouver les solutions pour avancer relativement rapidement, plus rapidement que des solutions qui viennent du cadre réglementaire. Et là, je pense qu'il faut simplement que les fabricants puissent prendre acte de la situation et chercher les différentes compétences et libérer les ressources pour avancer sur ce terrain-là. Parce que sinon, même si c'est un peu provoquant de challenger les fabricants, évidemment, c'est plus la provocation, ça va quand même finir par arriver un jour ou l'autre et à ce moment-là, on dira, bah tiens, c'est trop tard. Donc c'est un petit peu ça le message, c'est qu'il faudrait pouvoir prendre le problème un petit peu à bras le corps. Bon, les fabricants, ils ont bon dos quand même. Il y a aussi le corps médical. Il y a pas que les fabricants dans l'industrie. Stéphane. Bon, de toute façon, la régulation aussi, elle est claire. Si vous avez un événement, ça s'appelle la matériovigilance, on doit faire un rapport, on a des temps de réaction qui sont extrêmement courts, donc s'il y a un problème de safety patient qui est lié à un acte de sécurité, le constructeur est tout de suite avisé et il doit étudier et faire le nécessaire, et c'est très coûteux et c'est un gros effort, et si ça se passe pas, le produit est retiré du marché. C'est ce qui arrive, ce qu'on appelle un recall, c'est une mesure qui est la hantise du constructeur, mais on sait que c'est prévu. Le point est qu'au niveau du constructeur, le problème qu'on a, c'est que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'on a d'un côté la sécurité qui doit évoluer, et puis le soft qui est très difficile à faire évoluer parce qu'on nous met plein de règles qui fait que chaque fois que vous faites une nouvelle version, il faut passer un véritable gymkhana pour arriver jusqu'au bout. Et donc, il faut trouver un bon compromis par rapport à ça. Alors moi, je peux vous dire, moi en 2010, quand j'ai mis cette solution, je parlais de télécharger le soft dans la pompe. Et plein de gens, des anciens du médical, m'ont dit, mais t'es fou! C'est pas possible. Charger un nouveau soft dans un appareil médical, ça se fait pas. Aujourd'hui, tout a changé. En 5 ans, on parle de téléchargement, donc on équipe déjà les appareils pour les faire évoluer. Déjà, c'est un énorme pas. Parce qu'avant, c'était exclu, hein, c'était tout juste, le truc était gravé, hein, et on touchait pas un seul bit de l'appareil. Maintenant, on a évolué. Maintenant, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais derrière ça, il faut savoir aussi qui va les financer, parce que le constructeur, il est là, on lui dit il faut diminuer les coûts parce que les assurances maladie veulent toujours moins payer. D'un côté, on veut augmenter les prestations, on augmente les normes et on veut augmenter la sécurité. Donc nous, en tant que constructeur, à un moment donné, on risque d'arriver à un point qu'on va arrêter de travailler. Oh oui, mais c'est le jeu, on est tous pareils, hein, on a tous moins de moyens pour faire toujours plus. Bon. C'est le jeu. Après, c'est notre but d'être smart et puis de trouver les solutions. On essaye. Mais voilà, il faut juste nous donner un cadre et puis qu'on sache comment évoluer dans ce cadre, et après dans ce cadre, on saura la normalisation, on y revient. Voilà. Julien, un dernier point? Je pense qu'il y a le partage d'avant. Bon, il y a le point de remonter des vulnérabilités. Le premier point, c'est qu'il faut pouvoir les trouver, ces vulnérabilités. Alors j'ai certains équipements, on pourrait les trouver sur eBay, d'autres peut-être une machine IRM ou autre, comme c'était mentionné avant. Je pense que ça prendra du temps. Déjà, faut réussir à le sortir de la pièce et puis l'envoyer. Ça va être un peu compliqué. Il y a peut-être des points à continuer, comme ce type d'événement, de continuer les liens entre les deux mondes, un peu le monde plus attaquant et sécurité informatique, et puis le monde médical, de pouvoir discuter, de voir quand il y a des présentations qui sont faites dans ce type d'événement sur la sécurité des objets IoT ou autres, de pouvoir avoir des discussions où vous avez les speakers, ou vous de discuter ou de faire des présentations, et de pouvoir voir les différents points de vue, les vulnérabilités, les technologies qui existent, et pouvoir que tout le monde avance. Favoriser les échanges dans la communauté. Ce sera le mot de la fin, c'est faire fonctionner l'intelligence collective. C'est beau. Bravo. C'est le mot de la fin. Merci Julien.
On va arriver au cocktail. Je vais juste céder la parole à Sylvain Pasini pour le mot de clôture. En ce qui me concerne, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette soirée. C'était bien de la passer avec vous. C'est pas réciproque, mais c'est pas grave. Sylvain, à toi. Merci. Merci beaucoup aux orateurs. C'était un échange très riche et nécessaire, je pense, pour la suite, pour pouvoir sauver des vies. Et à titre de remerciement, je vous offre à chacun une boîte de chocolat, donc j'espère que vous avez une bonne pompe à insuline. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et merci à Johan pour l'animation. Merci. Merci. J'aimerais juste terminer en remerciant les partenaires qui ont co-organisé en fait cet événement, ce 5 à 7. L'idée originale vient de Kim Rocha de Medidé, qui a contribué fortement à l'organisation et à la mise en place de cet événement, avec Sandy Wetzel, et puis la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, le groupe de cybersécurité, et moi-même, et le groupe de santé, Health Engineering and Economics, qui sont deux, sécurité et santé, qui sont deux points forts de notre école, la HEGVD. Et là, vous êtes tous cordialement invités à l'apéritif qui se trouve dans le hall, et puis on pourra continuer ainsi les discussions. À tout de suite.